Donc je passe tout de suite la parole à Bruno Tertrais, qui va nous parler, nous présenter son analyse des nouveaux défis nucléaires en Asie et s'il le peut, éventuellement, de faire un petit point sur la Corée du Nord. Sinon, on pourra éventuellement le faire dans les questions-réponses. Merci. Bruno. Merci Valérie. Un petit rappel, quelques petits rappels pour commencer. Sur 4 États nucléaires asiatiques, 3 ne sont pas dans le cadre normatif du régime de non-prolifération. 3 sont en dehors, en droit sinon en fait sinon en droit plutôt, du cadre du TNP. Deuxième rappel, je crois qu'il y a dans la manière dont les 4 pays concernés, la Chine, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord, voient leur politique nucléaire, gèrent leur politique nucléaire, non pas une spécificité asiatique, mais en tout cas quelques points communs. Je vais appeler ça le nationalisme nucléaire, faute de meilleure expression. Non que d'autres pays n'aient pas eu la même vision, la même culture dans ce domaine. En France, dans les années 1950 et 1960, nous avions eu, nous aussi, notre propre nationalisme nucléaire. Mais en tout cas, je crois que l'importance symbolique et politique des armes nucléaires pour les 4 pays concernés est très largement supérieure à ce qu'elle est dans les pays occidentaux, par exemple. En revanche, je ne crois pas que ce soit une spécificité asiatique. Pourquoi ? Parce que pour la Russie, on est un petit peu dans le même type de culture, dans le même type de logique, y compris d'ailleurs dans la manière dont la Russie utilise les essais de missiles balistiques, de missiles nucléaires, comme autant de signaux politiques. Ils sont souvent faits à des moments précis, à des moments qui ne sont pas choisis au hasard. Donc, s'il y avait une ligne de fracture, en tout cas une ligne de séparation, je dirais que ce n'est pas tant entre l'Asie et le reste du monde qu'entre le vieux monde nucléaire, entre le monde nucléaire occidental, celui de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis, et le nouveau monde nucléaire asiatique. Cela dit, il y a une spécificité asiatique dans un domaine, c'est que c'est le seul endroit du monde. C'est un peu là le nouveau monde nucléaire dans lequel les arsenaux nucléaires et balistiques sont en croissance rapide et en phase à la fois de croissance et de diversification. La bonne nouvelle, c'est ce qui les distingue, là pour le coup, du vieux monde nucléaire, puisque même en Russie, les arsenaux, même s'ils sont modernisés, sont plutôt en phase de décroissance. La bonne nouvelle, c'est que tous les pays asiatiques souscrivent, comme les autres d'ailleurs, à des doctrines de dissuasion. Alors ça peut nous sembler évident, mais rappelez-vous ce que l'on craignait au début de l'après-guerre froide, au début des années 1990, on craignait que ce qu'on appelait les nouvelles puissances nucléaires, à l'époque, les futures puissances nucléaires, ne voient leurs armes comme des instruments, des outils de bataille, de combat. Autrement dit, ne souscrivent pas nécessairement à la conception traditionnelle de l'arme nucléaire comme moyen de dissuasion. Encore une fois, je fais de la rétrospective. Ça n'était pas forcément évident au début des années 1990 que des pays comme le Pakistan ou la Corée du Nord voient leurs armes nucléaires est un discours de la dissuasion. Même la Corée du Nord a un discours officiel tout à fait clair, tout à fait articulé, tout à fait structuré sur le fait que pour elle, l'arme nucléaire, c'est un moyen de dissuasion. Alors, les évolutions récentes, moi j'en vois 4 qui me semblent importantes. La première, c'est celle que je viens d'évoquer à l'instant, la poursuite de la croissance des complexes nucléaires et balistiques dans toute la région, Chine, Inde, Pakistan, Corée du Nord, croissance des stocks de matières fissiles et sans doute des armes, diversification des filières. La Corée du Nord, par exemple, investit, semble-t-il, de plus en plus sur sa deuxième filière de production de matières fissiles, qui est celle de l'uranium enrichi, peut-être d'ailleurs avec des perspectives de marché à l'export. Croissance aussi de la portée des missiles, avec notamment les progrès tout à fait significatifs faits par l'Inde depuis 5 à 10 ans, avec la filière Agni. Pour prendre une comparaison qui va peut-être vous sembler curieuse,
Pour moi, les pays asiatiques dans le domaine nucléaire, bien souvent, ont un discours de justification qui ressemble à celui qu'ils ont dans le débat sur les gaz à effet de serre, sur le réchauffement climatique. Autrement dit, lorsqu'on fait des leçons aux pays asiatiques sur l'impératif du désarmement, la nécessité de limiter les arsenaux nucléaires, d'avoir des logiques de suffisance, etc., le discours que l'on a en retour consiste à dire « vous profitez du temps où vos arsenaux nucléaires étaient encore en phase de maturation, devaient donc croître avant d'atteindre ce qu'on appelle en France le niveau de suffisance. Nous faisons la même chose. Donc ne venez pas nous reprocher, à nous Asiatiques, de faire ce que vous faisiez, vous, dans les années 1950, 1960, 1970. C'est exactement, à quelques détails près, c'est exactement le type de discours qu'on a, discours politique qu'on a dans le débat sur la réduction des gaz à effet de serre. Ce parallèle n'est pas artificiel. Il dit quelque chose, à mon sens, sur une certaine vision asiatique, qui n'est pas, là encore, propre à l'Asie, c'est plutôt propre au monde qui reste encore en développement, même si on peut discuter du fait que la Chine n'est plus un pays en développement, c'est un pays développé, mais en tout cas un discours de l'émergence. Ce discours de l'émergence dans le domaine nucléaire est pour moi un discours qui a bien des traits communs, des points communs avec le discours de l'émergence qu'on a dans le débat international sur les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Deuxième évolution, plus récente celle-là, mais tout aussi importante, la réaffirmation très forte de la garantie nucléaire américaine vis-à-vis des pays d'Asie du Nord-Est, concrètement la Corée du Sud et le Japon. Là, je crois qu'il y a eu une démarche très, très forte, appuyée non seulement sur de nouvelles institutions, mais sur des formes nouvelles de dialogue, appuyée sur des formes de réaffirmation de la garantie de manière assez concrète. Par exemple, les États-Unis promettent de pouvoir disposer de tel ou tel moyen qui pourrait être déployé en Asie en temps de crise. Là, je crois qu'il y a eu un effort extrêmement important. A-t-il été couronné de succès? C'est à nos amis asiatiques de le dire, mais je crois qu'en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. On n'est plus simplement dans le parapluie nucléaire, on est dans un dialogue entre les États-Unis et le Japon, et par ailleurs entre les États-Unis et la Corée du Sud, deux dialogues d'ailleurs assez différents. Ils ont leur spécificité. Il me semble que ce dialogue sur la dissuasion élargie, il est adapté, puisque les pays ne sont pas les mêmes, les relations ne sont pas exactement les mêmes. Mais en tout cas, ça me semble être quelque chose de nouveau. C'est lié, bien sûr, à l'évolution de la politique nucléaire nord-coréenne, depuis que celle-ci est passée d'une capacité nucléaire virtuelle à une capacité nucléaire quasi opérationnelle. On peut discuter du degré d'opérationnalité. Bien sûr, c'est lié aussi aux inquiétudes que ces deux pays, et notamment le Japon, ont vis-à-vis de l'évolution de la politique chinoise et pas seulement nucléaire. Ce qui me fait dire de manière incidente que les échos que l'on voit parfois dans les commentaires américains relatifs à l'opportunité ou non de laisser un jour un allié menacé se doter de sa propre capacité nucléaire, à mon avis, ce sont aujourd'hui largement des épiphénomènes. Il n'est pas question, en tout cas pour les États-Unis aujourd'hui, de favoriser en quoi que ce soit la naissance d'une capacité nucléaire militaire chez leurs alliés. Là, ni le discours ni le cadre juridique n'ont changé. Troisième évolution, la diversification des arsenaux et des complexes nucléaires dans trois domaines. Les filières de production, les arsenaux à courte portée et, peut-être le plus important, on en a dit un mot tout à l'heure, la maritimisation. Je crois que c'est un mot, c'est d'épouvantable néologisme qu'on emploie parfois à Paris dans les milieux de la défense, mais en tout cas, tout le monde veut aller à la mer. Alors, diversification des arsenaux et des complexes, d'abord sur les matières. J'ai évoqué tout à l'heure le développement assez spectaculaire, semble-t-il, de la filière de l'uranium hautement enrichi par la Corée du Nord. Je dois aussi mentionner le développement de la filière plutonigène par le Pakistan. Elle ne date pas d'hier, mais aujourd'hui, on a un basculement
de la filière uranium hautement enrichi vers la filière plutonium chez les Pakistanais. Cela pose certaines questions quant à l'avenir des filières qui ne sont peut-être pas abandonnées, mais en tout cas moins importantes que par le passé. Que feront la Corée du Nord et le Pakistan de ces capacités de production, s'ils en ont moins besoin que par le passé? La tentation de l'exportation reviendra-t-elle au Pakistan? Sera-t-elle appliquée au domaine des matières en Corée du Nord? La Corée du Nord n'a jamais exporté de matières fissiles, elle a exporté des matières nucléaires mais pas des matières fissiles, mais comme il n'y a pas beaucoup de tabous dans ce domaine-là à Pyongyang, enfin je serais curieux d'avoir l'avis de mon ami Christian Le Chervi sur ce sujet, mais je crois que vu le comportement de la Corée du Nord en matière de commerce, de trafic et d'exportation de manière générale, il me paraît difficile de partir du principe que la Corée du Nord n'exportera jamais de matières fissiles. Deuxième type de diversification, les arsenaux de théâtre. Il y a une quinzaine d'années, j'avais écrit avec la regrettée Isabelle Cordonnier un petit livre sur les développements nucléaires en Asie, et nous étions à l'époque, nous n'étions certainement pas les premiers, mais nous avions développé la comparaison, différences et ressemblances entre le théâtre européen de la guerre froide et le théâtre indo-pakistanais de l'Asie du Sud. Encore une fois, la comparaison a ses limites, mais la géographie et la technologie s'imposent à toutes les puissances nucléaires. Et il n'y a rien de surprenant à voir aujourd'hui le Pakistan d'abord, l'Inde ensuite, ou les deux quasiment de manière simultanée, développer des capacités à courte portée qui conduisent à transformer géographiquement et stratégiquement le paysage nucléaire asiatique. Alors attention, aujourd'hui on est surtout dans le symbole. Il n'y a pas du tout de déploiement massif d'armes nucléaires opérationnelles de théâtre en Asie du Sud. Non, on est dans les symboles, dans les annonces, dans les capacités. Mais la manière dont le jeu indo-pakistanais va se dérouler avec cette nouvelle donne est assez intéressant. Les Pakistanais ont, si j'ose dire, tiré les premiers. Les Indiens ont suivi de près. Comment réagissent les Pakistanais aujourd'hui à ce qu'ils voient être les futurs projets indiens, etc. C'est un jeu qui commence. On est là, encore une fois avec les limites de la comparaison, on est là à la fin des années 1960, si on voulait faire la comparaison avec le jeu européen. Quatrième et dernière évolution, peut-être la plus importante, c'est donc l'accès à la mer, l'accès du nucléaire asiatique à la mer. Alors sur la Chine, je crois qu'il est légitime d'avoir un débat, que les Chinois ont peut-être d'ailleurs entre eux, sur l'avenir de la composante océanique du pays. Est-ce que ce sera une capacité symbolique? Est-ce que ça sera une véritable composante opérationnelle? Est-ce que les Chinois ont besoin ou envie de faire reposer ce qu'on appelle dans notre jargon la capacité protégée de frappe en second sur la composante océanique? Ils ne vont pas nécessairement reproduire les mêmes codes que ceux du conflit Est-Ouest. De même que dans le jeu indo-pakistanais, on ne reproduit pas exactement le jeu du théâtre centre-européen du temps de la guerre froide. On peut faire remarquer par exemple que la base sous-marine de Hainan est une base bien plus protégée que ne le sont traditionnellement les bases de SNLE américains et russes, et même celles d'autres pays. Donc ont-ils besoin de faire patrouiller leurs sous-marins à la mer, avoir des patrouilles opérationnelles pour disposer de cette capacité, ou vont-ils se contenter de SNLE au port, qui ne seront pas en permanence à la mer, qui est le mode traditionnel de patrouille? Je crois que ces questions sont ouvertes. En tout cas, une chose est certaine, et j'y viendrai tout à l'heure, c'est que ça a des conséquences sur la gestion, comme l'a suggéré Valérie Niquet tout à l'heure, sur la gestion du contrôle politique et militaire des armes. La Chine, donc, n'est pas la seule, elle a été la première, même si son évolution a été assez lente dans ce domaine. L'Inde s'y met aussi, le Pakistan a ses propres projets, pas seulement d'ailleurs dans le domaine sous-marin, c'est aussi dans le domaine des navires de surface. Même la Corée du Nord, semble-t-il, est intéressée, en tout cas semble être intéressée par le développement
d'une telle capacité. Alors, ça va avoir un certain nombre de conséquences. Là, je me réfère à la fois à l'évolution des arsenaux de théâtre en Asie du Sud et à l'évolution des arsenaux maritimes. Première conséquence commune, il paraît difficile de maintenir ce qui a été la pratique indienne et pakistanaise et peut-être chinoise dans une certaine mesure, de séparation des têtes nucléaires et des missiles. Par définition, si vous allez à la mer, le sous-marin, il faut bien qu'il ait ces têtes nucléaires sur les missiles. Dans le domaine terrestre, les Indiens et les Pakistanais, traditionnellement, séparent les têtes des missiles. Est-ce qu'on peut encore faire ça quand on a des arsenaux de quelques dizaines de kilomètres de portée qui doivent, par nature, pouvoir être employés très rapidement, en tout cas dont la menace n'est crédible qu'à partir du moment où l'emploi peut être rapide? Voilà le type de question qui peut se poser aujourd'hui. De même, en matière de contrôle, est-il possible de maintenir le même type de contrôle centralisé que les Chinois, les Indiens et les Pakistanais ont maintenu jusqu'à présent lorsque vous avez des arsenaux de théâtre et lorsque vous avez des arsenaux à la mer? Pour l'Inde en particulier, la question qui peut se poser, c'est de savoir si le dialogue entre politique et militaire va changer, le dialogue dans la gestion du complexe nucléaire, dans la gestion des forces nucléaires, si la nature de ce dialogue va changer. Et encore une fois, de quels instruments disposeront-ils pour garantir le maintien du contrôle centralisé avec des armes à la mer et avec des armes de théâtre? Je rappelle que la seule fois où il y a vraiment eu un risque de conflit nucléaire ouvert, il s'agissait d'armes tactiques à la mer, d'armes de théâtre à la mer. C'était en 1962. Donc voilà, ces évolutions, l'emport d'une partie des armes nucléaires de ces pays par des moyens maritimes va aussi avoir des conséquences sur la perception de la stabilité des relations bilatérales entre ces acteurs. Dès lors qu'un acteur a le sentiment qu'un autre a une capacité protégée de frappe en second, mais pas lui, ou l'inverse, la manière dont cet acteur va percevoir les options ouvertes au cours d'une crise grave ayant une dimension nucléaire va changer aussi. Donc il me semble que ces deux évolutions, arsenaux de théâtre et maritimisation, sont porteuses d'évolutions importantes, même si la manière dont ces différents scénarios vont se dérouler est encore assez incertaine. Je terminerai par quelque chose que Gilles Boqueira évoquera peut-être, c'est l'ouverture d'un débat, l'ouverture apparente d'un débat possible sur la doctrine nucléaire indienne. Les choses ne sont pas encore très claires, ça prendra probablement du temps. M. Modi, à mon avis, ne souhaite pas tout de suite se lancer dans ce chantier, il en a d'autres, mais en tout cas on a peut-être là aussi des évolutions possibles. Si j'avais eu un petit peu plus de temps, je ne me plains pas parce que c'est moi qui avais demandé à ne parler pas trop longtemps, mais j'aurais pu parler de la manière dont les dangers d'emploi du nucléaire existent aujourd'hui à partir de ce paysage. Nous pourrons peut-être y revenir tout à l'heure, mais il me semble en tout cas d'emblée comme teaser, comme bande-annonce de la discussion, si vous voulez, j'ai envie de dire que la Corée du Nord, pour moi, est un objet d'inquiétude nucléaire particulièrement importante aujourd'hui, non seulement à cause de ce que j'ai mentionné, de ses capacités et de ses éventuelles tentations à l'exportation, mais aussi parce que je crois que c'est probablement celui de 4 qui aurait le moins de réticence. Alors tout est relatif, ça ne veut pas dire qu'ils ont le doigt sur le bouton prêt à employer l'arme nucléaire à la moindre crise grave, mais en tout cas celui qui aurait le moins d'inhibition à recourir à l'arme nucléaire s'il l'estimait nécessaire. Merci. Merci. Merci Bruno de terminer sur un questionnement aussi alléchant, sachant qu'il y a beaucoup de questions sur la Corée du Nord et on en parlait au cours du déjeuner, notamment déjà sur la succession
du successeur, puisque des interrogations ont été formulées en Corée du Sud en particulier sur la santé du nouveau dirigeant Kim Jong-un, et que, en tout cas, manifestement, le régime est dans une phase d'incertitude, enfin c'est pas vraiment nouveau, mais d'incertitude et d'instabilité, et à quoi il faut ajouter évidemment le jeu des acteurs régionaux, Chine essentiellement face à la Corée du Nord, mais aussi Russie et Corée du Sud. Bon, on va prendre des questions dans la salle. Donc. Merci. Nicolas Normand, IHEDN. C'est une question factuelle d'information sur le nucléaire tactique au Pakistan. J'avais compris que ce n'était pas seulement symbolique, mais vous avez quand même indiqué que ça restait très symbolique. Je pensais que plusieurs centaines d'armes nucléaires tactiques d'une portée de 50 à 60 km étaient quand même déployées sur le terrain, donc à proximité éventuellement de la frontière indienne. Est-ce que ce n'est vraiment pas le cas? Est-ce que ça ne risque pas d'être le cas facilement? Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu les éléments factuels à votre connaissance? Oui, d'abord, deux éléments de réponse. Le premier est le fait que les responsables militaires pakistanais chargés du nucléaire insistent beaucoup sur le fait que pour eux, il ne s'agit pas de nucléaire tactique. Pour eux, c'est du nucléaire de faible puissance à courte portée. Que veulent-ils dire? Non, mais vous souriez, monsieur, mais je crois que c'est très sérieux, parce que pour eux, ça veut dire qu'ils ne souhaitent pas que l'on pense qu'ils considèrent ces moyens comme un moyen de bataille. Donc pour eux, on est toujours dans la dissuasion. Okay? Alors on peut trouver ce discours convaincant ou pas, c'est un autre sujet. On peut s'interroger sur les dilemmes du commandement et contrôle, c'est un vieux classique de ce type de moyens, mais en tout cas, le discours me semble important. Il conforte l'idée sur laquelle les acteurs nucléaires asiatiques, y compris le Pakistan, veulent présenter ces instruments comme des instruments exclusivement de dissuasion. J'utilise la métaphore du jeu d'échecs. Le théâtre nucléaire est un damier dans lequel vous devez enlever... Là, c'est peut-être plutôt le jeu de dames que le jeu d'échecs, d'ailleurs, ou le jeu de go, je ne sais pas. Enfin bon, là, il faut imposer à l'adversaire l'absence de trouées, d'opportunités, d'endroits dans le continuum d'escalade où il peut avoir une ouverture. Donc pour eux, le nucléaire à courte portée, c'est pour neutraliser ce qu'ils perçoivent être comme étant le nouveau modus operandi classique de l'armée indienne. On a appelé ça cold start. Les Indiens disent qu'il n'y a pas de doctrine cold start, mais en tout cas, il y a des exercices, il se passe quelque chose. C'est-à-dire comment neutraliser la capacité de l'Inde à mobiliser très rapidement un groupement aéroterrestre qui pénétrerait en territoire pakistanais pour prendre des gages. Voilà pour faire simple. Le deuxième élément de réponse, c'est que je vous confirme qu'à mon sens, on est aujourd'hui dans l'ordre du symbolique. Il n'y a pas des centaines de moyens à courte portée ou à faible puissance déployés sur le théâtre. Il y a des missiles à double capacité, le HATF-9 en particulier, balistique, enfin bon, c'est un missile balistique de très courte portée. Il y a aussi les missiles de croisière qui peuvent être emportés par divers porteurs. Il y a un stock de matières fissiles qui croît très rapidement. Bon. Donc il y a la possibilité de déployer en grand nombre, de produire puis de déployer en grand nombre de tels moyens. À ma connaissance aujourd'hui, même si ça ne se voit pas sur Google Earth, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a pas de déploiement massif de ces moyens. On est dans une capacité et un effet d'annonce délibéré envers l'Inde. Voilà. Il y avait une question devant. Merci. Henri Paris. La dissuasion, toutes les dissuasions, avec leurs nuances, considèrent que l'arme nucléaire est l'arme du dernier recours. Dernier recours que l'on espère qu'il n'arrivera jamais, justement à cause de la présence de cette arme nucléaire. Mais
il y a une asymétrie entre les différentes puissances nucléaires. Et le dernier recours peut être considéré d'une manière différente. Il est, par exemple, considéré par les Américains d'une manière différente de la considération nord-coréenne. Alors, à la veille d'un désastre, d'un effacement de la carte, du monde, par exemple la Corée du Nord, ou dans le temps ce que fut l'Irak de Saddam Hussein s'il avait eu l'arme nucléaire. Alors, le dernier recours se retrouve rapproché par rapport au dernier recours de la puissance dominante du type américain. Et cela conduit ou peut conduire à l'emploi. Il suffit d'une mauvaise estimation de la puissance dominante. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Il y a une asymétrie du dernier recours. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La notion de dernier recours ne peut pas être la même pour la puissance conventionnelle dominante, les États-Unis de manière générale, ou l'Inde en particulier, qu'elle ne l'est, pour le Pakistan ou peut-être d'autres pays. C'est exact. Ça influe aussi sur la manière dont ces pays discourent sur le recours à l'arme nucléaire. Les Pakistanais disent qu'en gros, ils ont 4 seuils possibles qui sont nature géographique, militaire, politique, voire économique. Le blocus de Karachi, pour eux, peut être, dans le discours en tout cas, un motif de recours à l'arme nucléaire. Bon. On est toujours dans une crise de cette importance, même si l'échantillon dont on dispose est assez réduit. On n'est par définition dans des crises dans lesquelles les risques de mauvaise perception seraient extrêmement importants. On est tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ça. La question que je pourrais poser de manière rhétorique, c'est quel est le pays asiatique doté d'armes nucléaires qui accepterait la défaite militaire et la reddition ou le démembrement de son pays ou la fin de son pays en tant qu'État constitué, pas la fin physique. À mon avis, aucun. Donc la deuxième question, c'est y a-t-il des scénarios dans lesquels une telle situation pourrait être perçue comme imminente? Bon. Ça peut être le cas pour le Pakistan, ça peut être le cas pour la Corée du Nord, c'est peut-être le cas pour d'autres. En tout cas, je crois que ces scénarios ne sont pas totalement abstraits. Ce qu'on peut craindre, et je reviens à l'exemple indo-pakistanais, c'est l'excès de confiance. Moi, ce qui me frappe beaucoup en Asie du Sud, c'est la confiance que les deux pays ont dans leur compréhension de l'adversaire. Ce sont des cousins, on les connaît très bien, on sait comment ils pensent. Bon. En général, vous êtes militaire, vous savez, quand on a deux acteurs sur un champ de bataille qui pensent connaître exactement la manière dont l'autre fonctionne, il y en a un qui se trompe, souvent. Et c'est comme ça que ça dérape. Donc ce qu'on peut craindre, c'est pas tant un conflit nucléaire froid, rationnel, où chacun presse des boutons d'un côté ou de l'autre de la ligne de contrôle, mais un dérapage qui pourrait conduire à des situations dans lesquelles un pays pense que l'autre va recourir au nucléaire de manière imminente et prend des dispositions à cet égard. Et du coup, force l'autre à employer l'arme nucléaire. Bon, voilà des situations hypothétiques qui me semblent suffisamment probables ou pas suffisamment improbables pour ne pas être prises en compte. On va prendre une dernière question au fond. Oui, merci. Vincent Bognon, MBDA. Est-ce que vous notez dans ces pays d'Asie une évolution, et plus particulièrement Asie du Sud, Inde, Pakistan, une évolution des doctrines nucléaires avec peut-être davantage de graduation de la riposte, peut-être des systèmes plus mobiles? Est-ce qu'on reste dans une logique de représailles massives ou bien est-ce qu'on est capable de, là aussi, trouver des alternatives? Ça, c'est ma toute première question. Et la deuxième, rapidement, est-ce que ces deux pays-là, Inde et Pakistan, disposent de capacités
de frappe en second, c'est-à-dire si leurs premiers éléments de frappe étaient frappés. Merci. Je vais commencer par la deuxième question. C'est très difficile à dire. Tout dépend quel est le scénario que vous faites, comment vous définissez la frappe en second. Alors je vais renverser la question. Est-ce que chacun de ces 4 pays estime être suffisamment à l'aise, être suffisamment protégé, avoir protégé suffisamment de forces nucléaires pour que dans toutes les circonstances, ils soient en mesure d'exercer des représailles nucléaires? Je n'en suis pas sûr. En revanche, ce sont des pays qui considèrent que la frappe en second, elle n'est pas forcément sous-marine. Elle peut être des missiles cachés sous les montagnes. Je ne dis pas que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, je parle de perception. Perception par ces pays de ce que peut être leur capacité de frappe en second. Encore une fois, la protection peut être quelque chose, à leurs yeux, d'aussi efficace que la dilution. Voilà. Ça, c'est un premier élément. Sur les doctrines, alors, il y a un débat différent dans chaque pays. La Chine a, dès le premier jour, dit « nous, c'est le non-emploi en premier, pur et parfait ». Bon, on sait que ce débat, dans les milieux militaires chinois, dans les milieux politico-militaires chinois, il y a des mises en cause, des questionnements en tout cas très importants depuis 25 ans, on va dire, hein, au moins, peut-être plus. Quelle est la réalité des évolutions doctrinales chinoises, ou plutôt de la conception de ce que c'est exactement que le non-emploi en premier? Des réponses diverses sont apportées à cette question. Il me semble difficile de partir du principe que le non-emploi en premier chinois est toujours pur et parfait. Voilà, c'est une réponse calibrée, elle l'est délibérément. Je pense que personne n'a de vérité absolue sur ce sujet. Je pense que les débats sont réels, qu'il y a des interprétations divergentes, que ces interprétations divergentes sont probablement favorisées peut-être par Pékin d'ailleurs. Mais en tout cas, je dirais que les éléments de langage chinois du jour de l'essai nucléaire, du jour du premier essai nucléaire, ne peuvent plus être pris au pied de la lettre. Je me contenterai de ça parce que ça me semble difficile d'entrer dans ce débat de manière rapide. Donc évolution, pas dans le discours, mais probablement dans les faits. Ensuite, l'Inde. Évolution probable, mais pas forcément. Alors, les Indiens n'aiment pas quand je dis ça, mais je pense que dans le discours, l'Inde a le seuil nucléaire le plus bas de toutes les puissances nucléaires. Pourquoi? Parce que l'Inde est le seul pays qui dise que tout emploi d'armes nucléaires, quelle que soit la nature de l'arme, quel que soit le seuil, voire d'autres armes de destruction massive, sur son territoire, déclencherait ce qu'on appelle en français des représailles massives. C'est finalement un seuil assez bas. Ça n'est pas une provocation intellectuelle que de le dire, mais on n'est pas dans le non-emploi en premier pur et parfait là non plus. Les Indiens ont parlé en 2003, ont adopté et publié une doctrine officielle qui dit exactement ce que je viens de vous dire. Celui qui, à mon avis, a le moins changé, depuis 1998 en tout cas, c'est le Pakistan, qui a toujours eu une doctrine qui, dans les faits, peut ressembler à ce qu'on appelait la riposte graduée au temps des années 60-70, mais qui surtout maintenant s'en donne les moyens. Autrement dit, il n'y a pas d'évolution doctrinale apparente, d'autant plus qu'il n'y a pas un texte officiel publié identique ou parallèle en miroir, si vous voulez, de celui de l'Inde. Mais en tout cas, le Pakistan, aujourd'hui, tout indique que le Pakistan a une doctrine nucléaire aujourd'hui qui s'apparente peu ou prou à ce qu'on appelait la riposte graduée. Attention, la riposte graduée, c'est souvent mal compris en France. Ça ne veut pas dire l'échelle de perroquet. Ça veut dire que devant une menace de ce qu'on appellerait en France une menace contre nos intérêts vitaux, on a le choix entre trois options. Répondre au même niveau que l'adversaire, quel que soit le type de moyen employé, procéder à une escalade ou procéder à des représailles massives. La réponse graduée, c'est ça. Ce n'est pas l'échelle de perroquet, c'est autre chose. Donc voilà, en simplifiant, 3 débats doctrinaux, à mon sens, assez différents d'un pays à l'autre. Pour compléter juste sur la Chine, le débat sur la remise en cause du principe de non-emploi en premier, il a été particulièrement important il y a quelques années face au développement des capacités
de frappe précise. Et il a été tranché dans le sens d'un maintien officiel de ce principe, dont évidemment il faut le prendre avec beaucoup de précaution dans la réalité, et le mesurer à un autre discours chinois, qui est celui qu'on entend très régulièrement, soit sur la Corée du Nord, soit sur l'Irak, qui explique que si l'Irak avait eu l'arme atomique, eh bien, il n'y aurait pas eu de changement de régime, et que la dernière production contre le changement de régime en Corée du Nord, c'est l'arme atomique. Donc on a l'impression que le seuil pour la Chine, ça n'est pas tant l'invasion du territoire ou ce qui concerne le territoire chinois, mais la survie du parti lui-même. Donc ça relativise aussi les limites et les seuils d'emploi. Donc on va maintenant passer à la dernière intervention, celle de Gilles Boquera, qui justement va compléter en nous parlant de la stratégie extérieure de l'Inde sous Modi et plus globalement de la situation en Asie du Sud. Oui, bien que devant parler de l'Inde, je ne vais pas vraiment évoquer le Pakistan, mais plutôt recentrer le débat sur l'Asie orientale. Donc il s'agit ici de faire un premier bilan de l'action du nouveau gouvernement indien intronisé fin mai 2014, et plus exactement celle du Premier ministre Narendra Modi, dont on sait qu'il a naturellement porté vers un exercice solitaire du pouvoir. Le fait qu'il dispose par ailleurs d'une très solide majorité au Parlement lui laisse les coudées franches pour mener sa politique, notamment si on compare avec le précédent Premier ministre, M. Manmohan Singh, qui à l'inverse devait constamment composer avec les alliés de la coalition gouvernementale et plus encore avec les désaccords à l'intérieur même de son parti, le parti du Congrès. Narendra Modi arrive au pouvoir, c'est un homme qui, à l'inverse de nombre de ses prédécesseurs, n'a pas une grande expérience des affaires internationales. Il y a toutefois deux pistes qu'on peut dégager pour essayer de comprendre sa pensée sur les affaires internationales. La première, c'est ses déplacements à l'étranger. Donc, je rappelle que M. Modi a été Premier ministre de l'État du Gujarat de 2001 à 2014 et qu'il s'est rendu dans un certain nombre de pays. Alors, ces pays, c'est Israël, le Japon et surtout la Chine. 5 ou 6 voyages en Chine. Singapour aussi. Par contre, il n'a pas été en Occident. On connaît la raison. Ce monsieur a été ostracisé par les puissances occidentales pour son implication supposée dans les émeutes anti-musulmanes au Gujarat en 2002. Et il était, à partir de 2005, il a été persona non grata aux États-Unis. La seconde piste, c'est la volonté de M. Modi de se démarquer de l'écrasant héritage néhrouvien en politique internationale. Alors, il y parvient notamment en faisant monter une figure tutélaire du Sardar Patel. Alors, ceux qui ne savent pas qui était M. Vallabhai Patel, c'était le premier vice-premier ministre indien, il était même ministre de l'Intérieur à l'époque. Il était en concurrence directe avec Nehru. Et c'est finalement Gandhi, le Mahatma Gandhi, qui a choisi Nehru plutôt que Patel pour diriger l'Inde à l'indépendance. Pour l'anecdote, M. Modi a aussi décidé la construction, quand il était Premier ministre du Gujarat, d'une statue monumentale de Patel au Gujarat, 2 fois la taille de la Statue de la Liberté, qui devrait être d'ailleurs réalisée très prochainement. Les Gujaratis en sont d'ailleurs très fiers. Patel aussi, et ça c'est intéressant par rapport à ce dont on va parler, c'est que Patel s'était démarqué de Nehru à l'indépendance. Patel est mort en décembre 50, donc très tôt. Mais néanmoins, il a eu le temps de contester les orientations politiques de Nehru en politique internationale, et notamment vis-à-vis de la Chine. Et Patel a toujours défendu une position de plus grande fermeté vis-à-vis de la Chine, notamment suite à l'intervention chinoise au Tibet en 1950. Il a notamment, dans ses écrits, très clairement exprimé l'idée qu'il fallait se méfier de l'expansionnisme chinois et du danger que la Chine pouvait représenter. Fait intéressant aussi quand on parle de M. Modi, c'est que c'est le premier Premier ministre indien qui est né après l'indépendance du pays, ce qui était le cas d'aucun de ses prédécesseurs, notamment Manmohan Singh, qui était né au Pakistan, ce qui était à l'époque l'Empire des Indes. Et ça signifie que Modi n'a pas une relation affective ou émotionnelle avec le Pakistan. À la limite, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Modi est toujours finalement aussi un cadre d'une association nationaliste hindoue, le RSS, et les dirigeants étrangers d'ailleurs ont pu s'en apercevoir, car à chacune de ses visites et de ses rencontres avec des dirigeants étrangers, ils ont eu pour cadeau un exemplaire de la Bhagavad Gita, qui est
un extrait de cette fameuse épopée hindoue sanscrite, le Mahabharata. C'est peut-être aussi une façon de réaffirmer, comme c'était précisé dans le programme électoral du BJP, du Bharatiya Janata Party, donc son parti, que l'Inde doit jouer un rôle de soft power, notamment en s'appuyant sur le rayonnement culturel. Je reviens sur le cadeau de la Bhagavad Gita. Ce qui est amusant, c'est que tous ont vu ça, sauf le Premier ministre australien qui n'a eu qu'un livre sur le yoga. Et M. Shinzo Abe a eu en plus le privilège d'avoir un livre supplémentaire sur Vivekananda, un grand leader réformiste indien du tournant du XXe siècle. Qui compte sur les orientations, qui fait les orientations stratégiques en Inde. Elles sont fixées essentiellement par le cabinet du Premier ministre. Le ministère des Affaires étrangères a un rôle tout à fait marginal, et le Conseil national de sécurité. Et là, si on s'intéresse à la nomination de la personne qui a été nommée à la tête de ce Conseil national de sécurité, c'est intéressant. Il s'appelle Ajit Kumar Doval. Il a lutté notamment contre les insurrections aux marges du pays, au Mizoram, au Punjab, au Cachemire. Il a fait l'essentiel de sa carrière à l'Intelligence Bureau, dont il a d'ailleurs été le directeur. Donc ce n'est pas une nomination innocente. Ensuite, parmi les nominations ministérielles, il y en a deux qu'il faut remarquer. La première, c'est celle de Vijay Kumar Singh. Alors, c'est la première fois en Inde qu'un ancien chef des forces armées indiennes devient ministre. Il y a des ministères intéressants. Bon, il est secrétaire d'État des Affaires étrangères, mais surtout il est secrétaire d'État au développement du nord-est de l'Inde. Le nord-est de l'Inde, évidemment, c'est une région frontalière de la Chine. Encore une fois, ce n'est pas innocent. Une autre nomination qui n'est pas innocente, encore une fois dans le cadre de la relation avec la Chine, c'est ce monsieur Kiren Rijiju. Kiren Rijiju est un député du Bharatiya Janata Party, député basé précisément en Arunachal Pradesh, qui pour les Chinois s'appelle Tibet du Sud. Il a été nommé secrétaire d'État à l'intérieur. Encore une fois, ce n'est pas un hasard, et ça s'accompagne aussi d'importants projets de développement d'infrastructures dans les régions frontalières de la Chine, enfin, la région tibétaine de Chine. Je reviens donc sur les premiers déplacements de M. Modi à l'étranger. La plupart ont marqué un net tropisme asiatique. Rapidement, les deux premiers pays visités ont été le Népal et le Bhoutan, deux pays qui appartiennent au périmètre de sécurité indien et surtout qui sont grignotés, surtout le Népal, par l'influence chinoise. Donc c'était une façon de mettre un holà et dire l'Inde est bien présente dans ces pays et stoppera toute influence excessive de la Chine. Tropisme asiatique aussi par la volonté de revigorer ce qui a été appelé la Lookist Policy de regard vers l'Est, initiée en 1992, et de l'appeler maintenant la Act East Policy, parce qu'il y a l'idée qu'on a eu cet intérêt vers l'Asie orientale et l'Asie du Sud-Est, mais qu'elle n'a pas tellement concrétisé. Ceci dit, entre guillemets, les échanges économiques avec l'Asie orientale et l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. Donc, Narendra Modi est allé au Japon en août 2014. Il est resté 5 jours au Japon. Il a notamment revitalisé le partenariat stratégique avec le Japon, notamment en développant maintenant un partenariat spécial avec le Japon. Il a même décidé qu'il y aurait une cellule spéciale au sein du cabinet du Premier ministre indien en charge des relations avec le Japon, ce qui est un cas unique. Le Japon s'est dit prêt à investir 35 milliards de dollars sur les 5 années à venir en Inde. Donc c'était un énorme succès. Énorme succès qui a aussi été marqué par une petite phrase de M. Modi qui a mis en garde de façon à peine voilée sur un pays qui aurait des prétentions expansionnistes en mer de Chine méridionale. Évidemment, cela n'est pas passé inaperçu à Pékin, surtout que par ailleurs, dans le communiqué commun publié à la fin de la rencontre, on parle de développer les échanges, notamment en termes de partenariat maritime, au niveau bilatéral, mais aussi trilatéral avec les États-Unis. Et donc, quand M. Xi Jinping est venu à Delhi, avec aussi là une grande promesse de soutien financier, 25 milliards de dollars, mais au même moment, il y a eu des incursions chinoises sur la frontière contestée, donc la ligne de contrôle actuelle, la Line of Actual Control, au Ladakh.
Donc ça a un peu terni, et même plus qu'un peu terni, la visite de Xi Jinping à New Delhi. Surtout que c'est pas la première fois, il y a eu des accrochages importants au printemps 2013, et on a observé, certains observateurs ont noté, je crois que c'est près de 350 incursions chinoises sur la frontière indo-chinoise depuis le début de l'année. Donc on a là les ferments d'une possibilité d'escalade entre les deux pays. Malgré tout, il ne faut pas perdre de vue que la Chine est devenue maintenant le premier partenaire commercial de l'Inde sur une période très très courte. Les exportations chinoises vers l'Inde, ça représentait 4% des importations indiennes. En 2000, on est à 12% en 2014. En l'espace de très court, on a une énorme prise d'importance des intérêts chinois en Inde, que d'ailleurs M. Modi accueille à bras ouverts les investisseurs chinois, notamment pour rééquilibrer le déficit de balance commerciale, en se disant plutôt d'importer les produits chinois autant qu'on les fasse produire en Inde par les entreprises chinoises. Donc on est passé un peu du Indichani Bai des années 50, indien chinois son frère, à un India China Bye Bye, BY, Bye Bye, ça viendra peut-être plus tard. Maintenant, donc, on a l'idée qu'est-ce qu'il en reste de la relation avec le monde occidental. Il y a l'idée ambiante en Inde que le monde occidental est en perte de vitesse et que l'influence américaine sur les affaires mondiales ira en déclinant. Raison supplémentaire donc de se rapprocher avec l'Asie orientale et du Sud-Est. Néanmoins, Narendra Modi est allé à Washington à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies avec l'idée de revitaliser une relation déclinante après la période ascendante 98-2008. Bon, effectivement, c'est pas totalement perdu vu que l'Inde, les États-Unis sont maintenant le premier fournisseur d'armes à l'Inde, mais néanmoins, ce qui est frappant aussi de cette visite de Modi aux États-Unis, c'est l'accent mis sur la diaspora indienne aux États-Unis. Il a été reçu au Madison Square Garden. Et ce qui est un élément important et très, très révélateur de l'importance que le parti, le BJP, accorde à la diaspora indienne à l'étranger. Alors pour conclure, deux éléments. Qu'est-ce qu'il faut attendre de la politique extérieure de Modi ? La première, c'est un volontarisme certain en matière de diplomatie économique. Le 25 septembre dernier, M. Modi a annoncé une grande campagne du Make in India, visant à faire passer le secteur manufacturier de 15 à 25% du GDP. Pour autant, il ne faut pas s'attendre que l'Inde fasse des moulinets avec les bras sur la scène internationale. L'idée de M. Modi, c'est j'ai 10 ans devant moi, il compte être réélu dans 5 ans, et l'important, c'est de développer économiquement le pays pour qu'elle soit une puissance économique majeure au niveau global. On s'en est aperçu notamment lors de la visite aux États-Unis, où M. Obama a demandé à M. Modi de s'engager auprès de la coalition internationale en Irak, et M. Modi a refusé. Bon, d'ailleurs, en invoquant le fait que l'Iran et la Syrie n'en font pas partie, deux pays avec lesquels l'Inde entretient et entretenait des bonnes relations. La seconde priorité affirmée par le gouvernement Modi, c'est que l'accent doit être mis sur la défense du territoire indien, avant même penser à toute projection au-delà des frontières. Modi a dit qu'il était nulle question de faire la course aux armements avec la Chine. De toute façon, l'Inde n'en a pas les moyens aujourd'hui. Donc l'idée, c'est encore une fois, de s'armer, ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour l'achat du Rafale, et surtout donc de protéger les frontières du pays avant même de se projeter l'international. Pour l'anecdote, dernier point, le fait que s'il y a un point sur lequel l'Inde a pu damer le pion à la Chine, c'est l'Inde a été capable d'envoyer un engin spatial en orbite autour de Mars. Et je conclus là-dessus. Merci Gilles. Oui, et en plus un engin low cost. Donc maintenant, des questions dans la salle. Après une après-midi de travail, plus personne n'a de questions, y compris. Ah oui, ben voilà. Donc d'abord, monsieur là. Oui.
Oui, bonjour. Comment est-ce que vous voyez le rôle des industriels indiens, ou le rôle de Modi et son gouvernement pour aider les industriels indiens à exporter, à se développer à l'exportation? Ce qu'on observe déjà, c'est que c'était déjà vrai sous le gouvernement précédent, c'est de faire appel notamment aux organisations patronales indiennes. Je pense au CI, à la SOCHAM, au FICI, et d'inviter les entrepreneurs indiens à accompagner M. Modi dans tous ses déplacements à l'étranger. Donc il y a une volonté très claire d'ouvrir les bras aux investisseurs étrangers pour qu'ils investissent en Inde, mais aussi d'accompagner les investisseurs ou les entrepreneurs indiens dans leur montée en puissance à l'étranger. Donc ça, c'est clairement un accent fort de la politique, encore une fois, de M. Modi, qui met l'accent sur le développement économique du pays, de revenir à des taux de croissance annuels de l'ordre de 8 à 9%. Question là. Vous n'avez pas tout bon. La Corée, où est-ce qu'on en est? J'avais lu il y a quelques années que la Corée voulait investir 10 milliards de dollars. Bon, Samsung en particulier, mais les bénéfices ont tombé. Et subsidiaire, ça rejoint la question que j'ai posée là, en premier au notre représentant japonais. Si je comprends, l'alliance implicite anti-chinoise containment Inde, Corée du Sud, Japon, Australie, elle est plutôt remisée pour des jours meilleurs. Elle n'est pas tout à fait d'actualité. Et dernière, avec la Russie, l'Inde achète du gaz, notamment à Yamal. Elle est peu présente. Bon, la Chine aussi, d'ailleurs. Donc là aussi, il y a quand même... vous avez dit que les États-Unis sont le premier exploitateur d'armes, vis-à-vis de l'Inde. La Russie est le premier exportateur d'armes. Israël vend des armes à l'Inde. Est-ce que là, en 3 mots, vous pourriez compléter votre très belle mosaïque indienne? Merci. Sur le rôle de la Russie en tant que... la Corée, oui, la Corée a eu une mauvaise expérience. Je ne sais pas où ça en est actuellement. Il y avait un énorme projet de construction d'usines sidérurgiques POSCO dans l'état de l'Orissa. Il y a eu des réticences, notamment sur des questions environnementales, avec le précédent gouvernement du Congrès, qui ont été, je crois, d'ailleurs levées sur la fin de cette gouvernance congressiste. C'était de l'ordre de plus de 6 milliards de dollars d'investissement. C'était le plus gros investissement étranger jamais réalisé en Inde. Voilà, on en est. Honnêtement, je ne sais pas où en sont les intérêts coréens en Inde aujourd'hui. Sur la Russie reste un pays fournisseur d'armes important pour l'Inde, mais sa part va de façon décroissante. C'est une tendance qui va perdurer. Sur les coopérations maritimes avec le Japon, Oui. Ce qui était en filigrane avant, mais d'après ce que votre exposé, ma question n'a plus de sens. Est-ce qu'il y a vraiment une coalition en filigrane entre Inde, Corée du Sud, Japon, Australie, dans l'océan Indien et dans l'abord du Pacifique? Est-ce que c'est d'actualité? Je sentais, mais mes relations sont un peu anciennes, il y a 7-8 ans, que ça commençait à se dessiner. Mais je pense que c'est un peu tombé à l'eau. Est-ce que vous infirmez ou confirmez mon analyse? dans le communiqué commun publié à l'issue de la visite de Modi aux États-Unis, il est spécifiquement fait mention du besoin d'accentuer la coopération navale entre le Japon, les États-Unis et l'Inde, qui peut s'étendre à l'Australie. Il y a déjà eu des exercices quadrilatérales, je crois, il y a 4-5 ans entre ces 4 pays, et c'est amené à, surtout avec l'orientation de M. Modi, à se développer et à prendre de plus en plus d'ampleur, probablement. Oui, je vous remercie. Vous avez évoqué tout à l'heure le caractère dépassionné de Modi vis-à-vis du Pakistan, du fait de son histoire personnelle. On a relevé que Nawaz Sharif avait félicité largement Modi pour la largeur, l'ampleur de son élection. Mais il y a quand même l'actualité du moment. Là, cette semaine, il y a eu des échanges de tirs assez sérieux sur le Cachemire. C'est pas nouveau, mais avec quand même pas mal de morts. Donc on voit que les tensions persistent. Est-ce que vous en restez au caractère dépassionné de Modi vis-à-vis du Pakistan, ou est-ce que vous pouvez dessiner quand même une évolution à court terme sur ce qui peut se passer entre ces deux pays? Vis-à-vis du Pakistan, je pense que le gouvernement Modi aura plutôt une attitude réactive.
faut pas attendre d'avancer. Il faut d'autant moins attendre d'avancer que maintenant Nawaz Sharif, qui, comme vous l'avez dit, avait été invité à l'intronisation de Modi, est tout à fait fragilisé par la récente crise politique au Pakistan. Et donc, la politique pakistanaise vis-à-vis de l'Inde sera, encore une fois, faite par les militaires, pas par le gouvernement civil. Donc, ce qui tue un peu l'idée, notamment, de développement des liens commerciaux que Nawaz Sharif voulait sincèrement développer. Effectivement, la conséquence, c'est... oui, il y a eu des affrontements, des escarmouches sur la frontière ces derniers jours, sur la frontière indo-pakistanaise. C'est peut-être aussi la conséquence du fait que une façon pour les militaires de mettre un petit coup de pression aux Indiens, puisque l'Inde a annulé une rencontre entre les secrétaires d'État indiens et pakistanais qui devait avoir lieu en août, parce que l'ambassadeur du Pakistan à New Delhi a voulu rencontrer des membres du Hurriyat, qui est un groupe autonomiste, enfin un groupe qui fédère différentes tendances autonomistes, voire indépendantistes, cachemiri ou Cachemire indien. Donc c'est ce genre d'affrontement, d'escarmouche sur la frontière, ça, il y en a eu, il y en aura encore probablement à l'avenir. Mais il n'y a pas de volonté de Modi. À la limite, si Modi pouvait oublier que le Pakistan, c'est sa frontière occidentale, surtout qu'on n'a pas d'intérêt économique. Encore une fois, je reviens sur l'idée que ce qui intéresse Modi, c'est le développement des liens économiques et de la montée en puissance économique de l'Inde. Il n'y a pas grand-chose à tirer de liens économiques, de développement des relations économiques avec le Pakistan. Oui, je suis d'accord, il y a le TAPI, il y a l'IPI, il y a le Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Indien, mais bon, je crois qu'actuellement, il n'y a plus grand monde qui se fait des illusions sur la réalisation prochaine de ce gazoduc. Et Pakistan-Iran, je crois que c'est... Voilà, on a plus ou moins tiré un trait, bon, au moins dans ces 50 ans. Général. On va prendre une dernière question, merci. Général Lamballe, membre du groupe de réflexion Asie 21. Les relations de l'Inde avec le Pakistan, le Népal et le Bhoutan ont été évoquées. Je crois qu'il serait bon de mentionner aussi les relations que l'Inde entretient avec ses autres voisins. Avec la Birmanie, ça ne se passe pas trop mal. Avec le Bangladesh, pas trop mal aussi, mais tout de même quelques problèmes. C'est plus compliqué avec le Sri Lanka. Et c'est plus compliqué aussi avec les Maldives. Est-ce que vous pourriez un petit peu élaborer là-dessus ? Avec la Birmanie, ben justement, la ministre des Affaires étrangères, Sushma Swaraj, a été en Birmanie récemment pour le sommet d'ASEAN. Le président indien y sera à nouveau pour le East Asia Summit en novembre. Les relations avec la Birmanie se développent, et justement pour la Birmanie, c'est l'occasion de faire contre-emploi à l'influence un peu étouffante de la Chine. Donc tout ce qui se développement, toute relation avec l'Inde est plutôt bonne à prendre. Le Bangladesh, les relations sont plutôt beau-fils, et on peut espérer un règlement de la question notamment du partage des eaux de la Tista et de la question d'échange d'enclaves frontalières de part et d'autre. Sri Lanka, vous l'avez dit, c'est plus compliqué, mais je ne sais pas si on a tellement parlé du Sri Lanka tout le temps. Il y avait un autre pays, je ne sais plus. Pardon ? Oui, Les Maldives, c'est plus difficile, hein, vu qu'il y a un virage un peu islamisant de la direction politique aux Maldives. très bien. Je vous remercie. Et donc maintenant, il est temps de laisser la parole à Yves Boyer pour quelques mots de conclusion de cette longue après-midi de travail. Merci Valérie. Alors qu'ajouter après tant d'expertise, après tant d'analyses extrêmement sophistiquées de la part de nos différents panélistes que je remercie. Juste en 2-3 mots, je voudrais essayer qu'on se projette au-delà des enjeux extrêmement importants, extrêmement délicats, extrêmement difficiles qu'on a évoqués cet après-midi. Essayons de ne pas être trop conservateurs dans nos têtes et projetons-nous vers le XXIe siècle. Et là, je voudrais évoquer, en ce qui concerne l'Asie, trois perspectives, 3 hypothèses ou 3 possibilités qui pourraient survenir. Alors, je voudrais partir de la plus lointaine pour terminer avec la plus proche. Alors, la plus lointaine, c'est considérons les domaines économiques et financiers. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Aujourd'hui et demain, on voit les États-Unis endettés à hauteur de 16 000 milliards de dollars,
endettement public qui n'inclut pas l'endettement des États et des villes. On a un dollar qui est maintenu sous perfusion, hein, c'est la politique du quantitative easing. On a une Union européenne qui est également engluée dans d'énormes problèmes financiers, économiques, sociaux, etc. Et puis on a l'Asie qui connaît un grand développement économique et financier, on l'a évoqué. Et dans cette Asie fleurissent des projets gigantesques. Il faut bien aussi réaliser que l'Europe et les États-Unis n'ont pas le monopole de ces grands projets qui ont marqué le siècle dernier. Et la Chine, elle a un rêve. Elle a un rêve, c'est un grand projet, c'est de créer une nouvelle route de la soie, alors qui partirait de Xi'an d'une façon un peu symbolique, et puis qui irait à travers le développement de réseaux routiers, ferroviaires, etc. Et elle irait jusqu'à Hambourg et jusqu'à Saint-Pétersbourg, qui seraient les terminaux occidentaux de cette nouvelle route de la soie. Alors, c'est intéressant. Alors, on peut dire que tout ça est irréaliste, encore que, il faut voir. Mais si on veut bien considérer que ça se fera, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à terme pourrait apparaître un troisième monde qui serait la réunion de l'Asie et de l'Europe. Et l'apparition de troisième monde, pourquoi pas? C'est quand même un bouleversement de nos façons de penser la géopolitique, de penser la géostratégie, et je crois qu'il convient d'y réfléchir et de ne pas, j'allais dire, vouer aux gémonies ceux qui pourraient soutenir cette idée. Deuxième réflexion, alors qui est un petit peu plus proche dans ses effets dans le temps, c'est comment les pays émergents, notamment les grands pays asiatiques, notamment ceux qu'on retrouve au sein des BRICS, comment ils vont modifier les structures internationales et comment vont-ils peser sur les grands équilibres géostratégiques. Et là aussi, on voit bien les prémices de changement fondamentaux, et j'en veux pour preuve, alors même si c'est embryonnaire, même si ça demande à être développé, ce qui s'est fait lors de la rencontre de Fortaleza au Brésil, où les BRICS ont créé finalement l'embryon d'un système monétaire et financier qui serait un système qui viendrait en concurrence avec le FMI, notamment avec la Banque mondiale, qui sont, comme on le sait, dominés par les Occidentaux. Donc là aussi, on voit se profiler des changements radicaux en termes géopolitiques et en termes géostratégiques. Et ces changements radicaux viennent de l'Asie. Troisième et dernière idée, alors celle-ci va faire froncer beaucoup de sourcils, mais là aussi, ne soyons pas trop conservateurs et examinons toutes les hypothèses. Eh bien, ça concerne le pivot américain. Alors le pivot américain, il a une dimension maritime, essentiellement. À travers le Pacifique, on va vers l'Asie pour recréer des liens, pour conforter des alliés, etc. Ça a une dimension économique, financière, bien sûr, mais maritime. Mais je crois que, vu de Washington, moi j'aurais tendance à dire qu'en réalité, c'est une des deux pinces d'un grand mouvement stratégique américain qui va buter sur la Chine. La pince maritime, c'est le pivot. La pince continentale, c'est l'élargissement de l'OTAN. Alors, pas l'élargissement de l'OTAN au sens de l'article 5, c'est l'élargissement de l'OTAN à travers la multiplication des partenariats et d'associations sous toutes ces formes. Et là, si je peux me tromper, mais si, admettons, je ne sois pas trop dans l'erreur, admettons, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce mouvement peut être perçu notamment par les Chinois, mais pas seulement par les Chinois, par les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, comme un mouvement, entre guillemets, avec 33 guillemets, offensif. Alors, ce n'est pas offensif de notre part, mais ça peut être vu comme étant offensif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à terme, on peut voir apparaître deux systèmes d'alliances mondiaux. D'un côté, on va dire l'OTAN, pour faire simple, avec des prolongements asiatiques du côté du Japon, et de l'autre côté, on a l'OCS qui se transforme en une espèce d'alliance. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la triplice et ça nous rappelle la triple entente. Et on sait comment ça va se terminer. Donc je pense que si on retient cette hypothèse à titre, j'allais dire, intellectuel, il serait peut-être intéressant d'y réfléchir et de voir comment les Européens, sortant de leur, j'allais dire, de leur imprégnation américaniste, et pourraient peut-être peser sur le cours des choses pour qu'on n'arrive pas à de telles extrémités.
Alors, ceci étant dit, je livre cela à titre de réflexion. Je terminerai cette présentation. Alors, je vois les sourcils de Valérie qui se sont froncés, ainsi que ceux de Bruno. Enfin, je le vois moins d'où je suis, mais en réfléchissant à ce genre de problématique. Alors, pour terminer, je voudrais d'abord remercier à nouveau tous les panélistes pour la qualité de leur présentation, vous remercier et vous dire que la prochaine demi-journée aura lieu vraisemblablement le 15 ou le 16 décembre et elle sera consacrée à l'espace. Merci. Merci Yves pour ces mots de conclusion et merci au public d'être resté jusqu'au bout de cette longue après-midi de travail. Merci.